Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi. Enchantée de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui où j'ai pu constater la force du réseau que m'a permis de construire vous, toi, auditeur du FM 103.3, à tous ceux et celles qui m'écoutent, merci beaucoup. Et pour la petite histoire, j'étais en vacances à l'extérieur du pays et j'avais déjà mon invité d'aujourd'hui prévu depuis un bon bout. J'avais fait mes recherches, j'étais prête à l'accueillir et là, elle est malade. J'apprends ça juste avant de rentrer dans mon avion hier soir. Et là, j'apprends qu'elle ne peut pas venir. Alors, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Bien, j'aime vous présenter, hein, vous le savez. Je suis capable de prendre le micro toute seule, mais j'aime vraiment le partager là, avec des femmes que je trouve fascinantes et que je pense qu'ils vont vous fasciner. Alors, je fais un appel à tous sur mon Facebook, un appel à tous. Je dis, écoutez, j'ai besoin d'une invitée pour demain. Malheureusement, moi, j'ai pas une grosse équipe de recherchistes comme Radio-Canada, mettons. Alors, je dis, bien, j'ai un appel. J'aimerais ça accueillir quelqu'un demain, mais il faudrait que ce soit quelqu'un que je connais un peu. C'est parce que là, je vais être dans l'avion pendant plusieurs heures. Et je suis arrivée aux petites heures chez nous. Alors, j'avais pas le loisir de faire une recherche. Alors, mais la personne qui est ici, qui a répondu à mon appel à tous, je la connais un peu, mais on va la rencontrer ensemble aujourd'hui. Alors, merci au réseau, merci à toutes celles qui m'ont répondu. Ce matin, j'avais un paquet de nouvelles, peut-être invitées pour vous qui ont envie de venir à faire une femme de soi. Alors, j'en prends bonne note. Mais celle qui est là avec nous est une fille de la Rive-Sud. Nancy O'Connor, comment ça va? Ça va super bien. Merci. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu à l'appel. Ouais. Nancy, nous, on s'est rencontrés. Je sais que tu as plusieurs vies, plusieurs facettes, mais quand on te rencontre, comment tu te présentes? Oui. De base, maintenant, je suis coach et j'accompagne les gens pour optimiser leur santé. De base. Exactement. Ça, c'est le de base, oui, actuellement. Donc, tu es un coach en santé, wellness coach, hein? Oui, bien-être, coach en bien-être. Puis, c'est avec les outils que j'utilise que là, je leur permets de passer à la prochaine étape. Ouais. Et est-ce que c'est... Parce que là, j'écoute les Housewives. Là. Je suis là-dedans. Là. J'étais un peu en retard. Puis, je me suis mis à écouter un peu les Housewives. Puis là-dedans, là, en Californie, c'est toujours un petit peu en avance sur nous. Et il y a ce qu'on appelle des health advocates. Donc, est-ce que c'est un peu ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens... Parce que Dieu sait que dans notre système de santé, c'est pas facile de se retrouver quelqu'un qui aurait des besoins de mieux-être sans nécessairement avoir quelque chose de grave, de chercher juste de divers spécialistes, tout ça, d'accompagner les gens dans la recherche. Ouais. C'est quelque chose que ça ressemble-tu à ça? Ça ressemble exactement à ça. Merci de mettre les mots comme il faut dessus. C'est particulier parce qu'ici, quand tu vis une épreuve de santé, ici au Québec, oui, tu vas rentrer dans le système de santé, on va t'accompagner du mieux qu'on peut, mais des fois, tu veux passer à la prochaine étape. Tu veux t'assurer que, veux pas, tu ne seras pas hypothéqué avec cette problématique-là pendant un long moment. Fait que tu commences toi-même à chercher, tu commences toi-même à passer des heures, à tester ici, à droite puis à gauche, mais est-ce que tu arrives vraiment à avoir les résultats? Fait que quand tu viens être accompagné par un coach, normalement... Tu vas connecter s'il a vécu sensiblement la même expérience que toi, puis, veux pas, ton coach va être plus avancé, il va être rendu peut-être 5-6 ans plus loin dans son propre cheminement pour optimiser sa santé. Puis il va pouvoir t'éviter plusieurs détours, j'imagine. Beaucoup d'argent dépensé, beaucoup de temps perdu. Puis si moindrement, il peut t'aiguiller sur « Parfait, vas-y avec telle chose ou as-tu pensé à tel autre élément? » Puis c'est comme ça que tu viens à pouvoir focusser davantage sans qu'il te donne de conseils médicaux, sans qu'il te donne de conseils ou qu'il te dise que tu vas guérir. C'est vraiment le médecin qui fait ça. Mais c'est vraiment la périphérie. Si je peux me permettre, dans les Housewives, c'est Yolanda. Là. Yolanda, elle a la maladie de Lyme. Mais la maladie de Lyme, donc, qui est peu connue, puis au niveau des traitements, il n'y a pas grand-chose. Fait qu'elle essaye plein de choses qui étaient en périphérie,
de ce qui est la médecine. Donc, moi, la cryothérapie, elle fait ça. Elle fait toutes sortes de traitements en périphérie. Puis elle a une health advocate qui l'aide pour trouver aussi les produits naturels qui peuvent l'aider, l'alimentation qui peut l'aider. C'est les choses alentour de, mais dont le système médical ne s'occupe pas. Non, exactement. Le système médical va te proposer des solutions avec médicaments, avec les différents professionnels qui sont reconnus, avec leurs zones professionnelles. Ça, c'est parfait. Ils sont reconnus pour ça. Mais en bout de ligne, tu veux être capable de aussi compter sur des gens qui s'y connaissent un peu, qui commencent à bien connaître les méthodes alternatives. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en Allemagne où ils sont super avancés dans leur technologie? Pourquoi on ne peut pas amener ça ici au Québec pour nous permettre d'optimiser notre bien-être, d'optimiser notre énergie, notre sommeil? Comme quoi? Parle-moi donc de ça. On va revenir... Je sais, là, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, on va revenir à comment ça se fait que Nancy s'est intéressée à ça. Puis on sait aussi qu'elle est notaire. Elle ne le dit pas parce qu'elle a transformé sa vie pour répondre à un besoin que les gens ont maintenant. Mais parle-moi donc de l'Allemagne, ça m'intrigue. Il y a plusieurs outils qui sont développés en Allemagne. Même au niveau de leur approche, quand les gens ont le cancer, ils vont utiliser des méthodes différentes en adjuvant, en commençant, avant d'y aller avec les méthodes qu'on connaît très bien ici, qui est la radiothérapie, la chimio, les opérations. Donc, ils vont tenter... Comme quoi? L'ozone, principalement. Ah oui? Oui. L'ozone est très connu et très bien exploité aux États-Unis. C'est quoi l'ozone, mettons? L'ozone... Au niveau sans trop donner là, dans le détail, l'ozone, c'est de l'O3, OK? Puis, on connaît tous l'oxygène qui est de l'O2. Exactement. Donc, quand tu viens à suivre une séance et là que tu viens à absorber l'ozone dans ton corps, au niveau de la fameuse couche d'ozone qui est supposée d'être pas le fun, là? Mais c'est quand tu me fais rire par rapport à ça, parce que quand j'ai commencé à faire mes recherches sur l'ozone, parce que je cherchais moi-même à optimiser ma santé, puis là, je me demandais, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, à toutes les formations que je suivais, j'entendais tout le temps quelqu'un qui me parlait d'ozone. Je me disais, mais c'est quoi cette affaire-là, d'ozone? Oui, c'est pas supposé d'être pas bon. Ben oui, avec la couche d'ozone, puis le trou dans la couche d'ozone. C'est ça! Puis qu'est-ce que c'est ça? Puis au fur et à mesure que je me suis informée, bien, veux pas, ça fait partie de la nature, l'ozone. Il y en a. Donc, aussi, notre corps est capable d'absorber cette ozone-là avec une technique spécialisée. Il y a différentes façons d'absorber l'ozone. Donc, différentes Qu'est-ce que ça fait? C'est guérisseur, l'ozone? Donc, l'ozone, vu que c'est de l'O3 et l'oxygène, c'est de l'O2, la petite molécule d'extra d'ozone, d'oxygène, elle va aller se détacher, puis elle va aller chercher les déchets, les radicaux libres qui se trouvent dans le corps, puis ça va se reconnecter à ça, puis ça va être un boost de vitalité que la personne va recevoir quand elle reçoit de l'ozone. Donc, il peut y avoir de l'ozone spécifique à un endroit. Les dentistes utilisent de l'ozone au niveau de la bouche quand ils effectuent des traitements. OK. Donc, ils utilisent ça pourquoi? Ça va détruire les bactéries, les virus. Donc, eux, ils l'utilisent vraiment de façon sanitaire. Donc, je vais essayer de vulgariser. Donc, quand l'ozone rentre dans notre corps, exemple, ça va aider le système lymphatique à se libérer. C'est comme un vidangeur. C'est-tu un vidangeur? Ça va pousser le corps à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, qu'est-ce qu'il savait faire qu'il a peut-être oublié de faire par lui-même. Donc, l'ozone, quand ça rentre dans le corps, ça détoxifie, ça oxygène, et là, le corps vient à comme se réveiller, puis il vient à savoir, OK, qu'est-ce que je fais de pas correct en ce moment, qui fait que l'humain dans lequel je suis n'est pas en super forme. OK, je trouve... donc, ça vous donne un exemple, si vous nous écoutez en ce moment, ça vous donne un exemple de certaines méthodes alternatives ou je dirais complémentaires à un traitement quelconque là, quand on a un enjeu de santé. Et je sais que de plus en plus, ça existe, soit ici, soit aux États-Unis, mais aussi dans le sens de Health Advocate. Je vous donne un exemple. Un exemple de quelqu'un qui aurait un enjeu chronique, qu'on ne sait pas trop de où ça vient. Alors là, il y a le médecin généraliste, ensuite, il y a le gastro-entérologue, ensuite, il y a le rhumatologue, ensuite, il y a un paquet de spécialistes qui ne se parlent pas et ça prend quelqu'un dans le milieu de tout ça. Des fois, c'est compliqué, c'est pas simple. Je trouve que
cette aide-là par rapport à savoir, OK, quel rendez-vous, les personnes, plus ils prennent en âge, ça commence à être des problèmes complexes à gérer. Puis c'est pas toujours orchestré par un médecin de famille, ça, ils n'ont pas le temps. Alors, il y a un certain besoin, donc, pour des gens qui accompagnent dans la recherche d'une meilleure santé. Mais dis-moi, je suis avec Nancy O'Connor, donc, qui est coach en wellness, donc accompagnement bien-être, mais qui est notaire aussi. J'étais. Ah, t'étais Ouais, notaire, là, j'ai t'es accroché plus mon tablier, notaire. mais non. OK, mais parle-moi donc de cette transformation-là. Premièrement, Ouais. est-ce que tu es une fille de la Rive-Sud? J'ai grandi à Montréal. Montréal? Ouais, born and raised à Montréal. Désolée pour l'anglicisme. Ouais, non, c'est correct. Une Puis fille de après ça, Montréal. bien, dès ma première année de communautaire, je suis déménagée sur la Rive-Sud, puis je suis restée là depuis ce moment-là. Ouais. Puis faire ton droit, est-ce que c'est quelque chose que tu rêvais de faire quand tu étais jeune? Pour moi, la notion de justice, de savoir nos droits, de connaître les choses pour être certain qu'on ne s'en fera pas passer une petite vite, qu'on va être capable de prendre une décision en connaissance de cause. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important, selon mon vécu. Donc, pour moi, c'était naturel que d'aller faire mon droit pour être certaine de « OK, parfait. Si quelqu'un me dit ça, bien, est-ce que je vais pouvoir le croire? Est-ce que... » Donc, je voulais être certaine d'avoir des informations moi-même ou de savoir comment chercher les informations pour m'en faire ma propre idée. Donc, toute jeune, tu voulais devenir avocate ou notaire, là, ça se décide, mais la jeune fille qui allait à l'école secondaire, là, ça veut-tu dire que tu étais dans le debate team, puis tu t'intéressais à ça, non? Non, même pas. Même pas? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu allais être grande? Vétérinaire dans le temps. Ah, vétérinaire! Oui. OK, mais dans le fond, c'est de prendre soin aussi des gens. Oui. Tout à fait. On était dans le prendre soin, toujours. Oui. Donc, tu rêvais d'être vétérinaire. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, à la fin du secondaire, est-ce que tu as décidé de... Je me disais, j'aime l'école, j'apprends bien. Pour moi, c'est quand même... C'est pas facile, mais il y a une certaine facilité là-dedans. Je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai l'occasion, je suis encore jeune. Ça peut paraître long, un bac en droit, une maîtrise en droit, mais... Ça passe très vite. On s'en rend pas compte, mais le temps passe vite, la vie passe vite. Puis si on saute pas sur les opportunités, ça nous glisse entre les doigts, puis après ça, on regrette. Okay. Donc, tu as décidé d'aller faire ton droit. Avais-tu une petite pression familiale ou... Même pas. J'étais la première de ma famille à passer aux études supérieures. Ah oui? Oui. Donc, tes parents ils faisaient quoi? Ma mère travaillait dans une banque à l'époque. OK. Puis mon père, c'était dans la construction. Oui. OK. Étais-tu enfant unique? Non, j'ai une grande sœur. Grande sœur. Qu'est-ce qu'elle fait, la grande sœur? Ma grande sœur travaille pour une entreprise qui offre des formations. Donc, elle vend des formations aux différentes entreprises. Ah oui, laquelle? Oui, Agenda. Ah, Agenda, ben oui, on connaît bien ça. Oui. Certains, on connaît bien Agenda. Marie-Pierre Saint-Hilaire. Marie-Pierre Saint-Hilaire, propriétaire d'Agenda que j'ai rencontrée. Quand c'est des entreprises détenues par des femmes, ben des chances que je la connaisse. D'ailleurs, Marie-Pierre n'est jamais venue ici. Elle devrait venir. Allô, elle m'écoute. Elle m'entend. Aussi, ta sœur nous écoute. Dira à Marie-Pierre Saint-Hilaire qu'elle est la bienvenue à faire une femme de soi, qui est une fille de Québec, qui a fait Harvard. Je l'ai rencontrée dans une conférence. Puis il y a des gens comme ça qu'on n'oublie pas. Ouais. Donc, elle travaille chez Agenda, qui est une belle entreprise qui offre des formations, effectivement. Et là, donc toi, tu décides d'aller faire ton droit. Est-ce que tu as un emploi pendant que tu vas à l'école? J'étais serveuse. Ah, travailler avec le public. Oui, ça a toujours bien payé comme serveuse. Genre quoi? Genre où? Oui. Restaurant. Ce restaurant-là n'existe plus aujourd'hui, mais c'est un restaurant de fondue. Hein? Au Fondue Mentale? Non. J'aime assez ça, Fondue Mentale. Dans Saint-Léonard, à Montréal. Ah, ça s'appelait comment? C'était, je pense, juste la fondue ou quelque chose dans le genre. OK. Moi, j'habitais à Saint-Léonard pendant mes études. Pour vrai? Oui, à la frontière entre Saint-Léonard puis Ville d'Anjou. Après ça, j'ai eu la chance, dès le début, de trouver un emploi dans le notariat à ma dernière année de bac. Donc, j'en ai profité, j'ai sauté sur l'occasion. Ça m'a été présenté sur un plateau, sur un plateau d'argent. Ah oui? Le meilleur bureau de notaire à l'époque sur la Rive-Sud, qui existe encore? Initialement, c'était PF, Prud'homme Fontaine-Dolan. Alors, ces hommes-là, il y avait aussi des femmes dans l'équipe. Extraordinaire. Ça a été
une très belle école d'apprendre Pour le toi. notariat, les dossiers. Puis, ouais. Puis, qu'est-ce que, pour avoir fait mon droit, moi aussi, je l'oublie de le dire souvent que je suis avocate. Moi, je suis encore avocate. T'es encore, Oui, hein? mais je ne pratique pas le droit. Mais je suis encore membre du barreau parce que je suis sur des conseils d'administration. C'est comme ça vient avec, là. Mais tout ça pour dire que quand tu as fait ton droit, c'est quand même un peu flou de savoir la différence entre ceux qui vont choisir d'aller faire le barreau puis ceux qui vont choisir de faire la 4e année pour devenir notaire. Ouais. Qu'est-ce qui a été le déclencheur. choix pour toi, ouais? Oui. Je posais la question. Pour moi, l'image ou la connaissance que j'avais, qui était peut-être limitée à la pratique d'avocat à l'époque, faisait que j'avais peur de toujours avoir à tirer sur mon bord de couverture, toujours à plaider, toujours à en prendre le plus possible pour mon client. Puis c'était mon impression de l'époque. Mm. Mais c'est un travail qui est très humain, puis on va te le dire. Si t'as pas de possibilité de gagner ta cause ou que là, tu tires trop sur ta couverture, il va falloir que tu mettes de l'eau dans ton vin, sinon ça marche pas. Donc, je voulais pas avoir à toujours me battre. Ouais. Puis le travail de notaire, je trouvais ça respectable, je trouvais ça vraiment bien. Puis aussi, j'avais une peur de plaider à l'époque. Je rentrais dans une pièce, puis je n'étais même pas capable de dire un seul mot sans bégayer, oui. sans avoir peur de quoi que ce soit. Fait que pour moi, le notariat, ça a été vraiment... ils m'ont accueilli avec bras ouverts, Ouais. même si c'était un milieu d'hommes. Oui. Puis Beaucoup. le notariat, là, pour ceux et celles qui nous écoutent, pour qui c'est quand même flou, c'est quoi un Ouais. notaire? Oui, oh oui. Oui. À chaque fois qu'on va s'acheter une maison, qu'on va vouloir hypothéquer notre maison, faire un prêt, si on veut dire à qui vont nos biens, donc s'assurer justement que ça va être nos enfants, que ce ne sera pas quelqu'un d'autre que possiblement un nouveau conjoint. Des fois, on pense que vu que ça fait une éternité qu'on habite avec quelqu'un, ben qu'il va avoir nos biens à notre décès. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, d'être capable... les testaments, Ouais. les hypothèques, Oui. la propriété. Oui. Les notaires sont amenés aussi à faire... vous faites pas des trucs d'entreprise au niveau L'incorporation. de l'incorporation, Ouais. hein? Convention Donc, il y a un entre actionnaires. travail avec les entrepreneurs. Tout à fait. Moi, en plus, j'étais dans le département commercial. OK. Je faisais du financement commercial, convention entre actionnaires, incorporation, vente d'actifs, vente d'entreprise, et je tripais. Ouais. Oui, parce que ça, c'est des grosses transactions Ouais, et ouais. évidemment, il y a beaucoup de titres de propriété là-dedans, puis ça prend un notaire. Moi, je l'ai su là, quand j'ai acheté l'entreprise que je dirigeais. J'étais là, hein, il y a un notaire? Ben oui. Oui, c'est avec le groupe d'avocats. Donc, tu as fait ça pendant combien de temps? À cet endroit-là, notaire, grosso modo, je suis restée notaire 15 ans. 15 ans 15 ans, notaire. ouais, Donc, ouais. sur la Rive-Sud, toujours? Une partie à Montréal, oui. Parti à Montréal, donc Ouais. il y a eu quelques changements. Et est-ce que tu as concilié travail-famille aussi? Ça... Oh, la question. Oui, la question qui tue, oui. Ça a été extrêmement difficile. Tu sais, quand tu es une femme d'affaires, tu es une femme qui carbure au fait de dire que tu es une femme forte. Oui. Tu te mets des attentes élevées, tu veux performer, puis tu te dis que ton corps, c'est une machine, puis il va faire ce que tu veux qu'il fasse. C'est là que tu viens à avoir de la difficulté à vraiment prioriser ce qui va être important dans la vie. Donc, quand on parle de conciliation travail-famille, pour moi, quand tu es à ton compte, si tu ne prends pas des mesures concrètes, puis tu n'en prends pas conscience, c'est très difficile de réussir à atteindre cet objectif-là ou de se l'accorder. Parce que ce qui va passer en premier, c'est ses clients. Ce qui va passer en premier, c'est les dépenses, ainsi de suite. Puis qui va payer le prix? T'es-tu du type, parce que moi, j'ai été là, t'es-tu du type, t'attendais que ça se calme pour penser à toi, puis t'es passé tout droit? Ça se calmait jamais. Bien, c'est ça, ça se calme jamais, donc tu passes tout droit. Oui. Oh. Fait qu'est-ce que t'as eu une famille, des enfants? Oui. J'ai eu 2 enfants. Après 10 ans de carrière, où tu te dis, ben, tu veux bâtir ta carrière, tu veux bâtir ta clientèle. Puis là, tu vois le temps qui passe, puis tu te dis, j'ai pas plus le temps de prendre une pause pour fonder ma famille. Puis, ben, je tombe enceinte. Parfait, let's go, on y va. On est va le rendu à cette gérer. étape-là. On va le gérer une fois arrivé. Ouais. Et donc, là, après 10 ans de carrière, tu tombes enceinte. Est-ce que tu as eu tes 2 enfants back-à-back? 2 ans de différence. Ouf. Ouais. OK, c'est rapide. Ouais. Alors, est-ce que tu as pris un petit congé ou pas vraiment parce que c'était ta business? C'est ma business.
Écoute, j'étais à l'hôpital après une césarienne, puis je signais des chèques de mon compte en fiduciaire pour finaliser mes transactions. Oh, mon Dieu. Ouais. OK. Fait que pas vraiment de downtime. Et comment ça se transpose, donc, après? Oui. Ça, c'est le reality check que tu as. Si tu n'en prends pas conscience puis que tu n'arrives pas à t'autoriser de prendre ces pauses-là puis de dire, regarde, ma business est capable de prendre une pause. Ce qui est le plus important maintenant, c'est prioriser mes enfants, c'est prioriser ma santé, ma récupération, parce que qu'est-ce qui va se passer après coup? Ben oui, exactement. Parce que ce qui arrive souvent, c'est ça, c'est... Je ne sais pas si tu m'as nous amené vers un burn-out ou, tu sais, il y a un incident là, qui s'en vient. Je sens un mur, là. Je sens un mur qui s'en vient. Puis je veux juste te dire que tu n'es pas la seule, dans le sens où, ce que j'ai vu en écrivant les 7 clés du leadership féminin, c'est que le plus grand danger d'une femme qui ne prend pas soin de son propre leadership, donc son propre pouvoir décisionnel par rapport à ses priorités à elle. La priorité, c'est vous, là. La première chose, c'est qu'il y a 3 dangers, les 3 grands dangers là, du leadership féminin, de la femme de pouvoir. Et le premier, c'est le burn-out. Ensuite, il y a l'opting-out, puis finalement, il y a la maladie. Parce que puis c'est des enjeux de femmes fortes. C'est-à-dire que la plupart de ces femmes-là ont un cerveau tellement fort qu'ils vont faire « c'est pas grave, je continue, c'est pas grave, je continue, il y en a toujours des solutions, c'est pas grave, je continue, je pas grave. » Sauf que ce mental-là, il est dans un corps. Et à un moment donné, le corps, à force de ne plus se faire écouter, il dit « Ah ouais, tu m'écoutes pas? Ben moi, je shut down. » Et ce shut-down-là, ça se traduit en burn-out, en opting-out ou en pépin en maladie. Malheureusement, c'est le corps qui parle. Donc, est-ce que toi, c'est ce qu'on voit poindre à l'horizon là, après une déferlante de responsabilités? Oui. Tu sais, quand tu es dans une situation où tu n'as pas le choix, tu as l'impression, on a toujours le choix, mais que tu as l'impression que tu n'as pas le choix, puis il faut que tu continues. Puis dans mon cas, j'avais certains membres de la famille qui avaient eu des burn-out. Puis justement, moi, je suis forte. Moi, je suis forte. Premier marqueur du burn-out, c'est quelqu'un qui dit « Moi, je suis tough. » Moi, je suis tough. Moi, je suis tough. Je vais être capable de passer au travers. Puis c'est juste une question de temps. Il faut juste que je suis tough un petit peu plus longtemps. Un petit peu plus longtemps à tougher dans cette situation-là. Puis je m'étais dit « Parfait, non. Moi, malheureusement... Je peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre un congé de maladie. Je ne peux pas me permettre un burn-out. » Oui, c'est quelque chose, hein? Et là, il est arrivé ce qui est arrivé, mais qu'on va savoir seulement après la pause. Restez avec nous, on est au F. Je ris, mais je sais, mais c'est pas drôle. Oui, non. Je ris, mais c'est pas drôle, mais on est avec Nancy O'Connor, donc coach en bien-être, mieux-être, accompagnante dans un parcours de guérison pour être complémentaire à ce qu'on peut faire là, au niveau médical. Elle nous raconte son propre parcours qui nous mène à sa décision de pivoter du notariat vers l'aide des gens qui ont des enjeux de santé. Restez avec nous. Nous sommes de retour avec Nancy O'Connor qui nous parle de son parcours du notariat vers l'accompagnement, le coaching santé. Donc, l'accompagnement des gens qui ont envie, besoin, cherchent des moyens d'optimiser leur vitalité. On n'a pas besoin de dépérir aussi vite qu'on le pense. Il y a des nouvelles solutions. Il y a toujours... Et je vois poindre dans l'œil de Nancy. Pour ceux et celles qui ne savent pas, on est sur YouTube maintenant. Hein? Après l'émission, là, pas tout de suite pendant qu'on est dans l'émission, écoutez-nous live. Là. Mais si vous avez tellement aimé ça, aussi vous dites, mon Dieu, c'est intéressant, venez nous écouter sur YouTube. Le FM 103.3 maintenant diffuse Faire une femme de soi sur YouTube. Vous allez voir aussi quelques extraits sur les réseaux sociaux. Et on est toujours en podcast.
depuis, je pense qu'on est rendu à 205-6 épisodes, donc disponibles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous, venez nous voir, donnez-moi vos commentaires, venez rencontrer à la rencontre de nos invités. Vous allez en savoir un peu plus sur elle via les différentes plateformes. Alors, on est avec Nancy qui nous parle donc de son parcours et d'éventuellement sa décision de pivoter, un changement de carrière. Mais je dirais que moi, j'interprète pas ça comme des changements de carrière, dans le sens où quand on pivote, on laisse pas de côté ce qu'on avait avant. Donc, le côté notaire, je trouve que c'est important, même, tu sais, là, c'est la fille branding, notoriété là, qui parle, là, mais c'est important de dire que tu as un background parce que chercher des solutions, trouver une solution, réunir des choses gagnantes ensemble, c'est une compétence que tu as et qui est probablement... qui optimise le service de coaching que tu donnes. C'est-à-dire qu'on part pas de nulle part, là. Donc, puis moi, j'aime ça dire ça parce que les gens pensent que le coaching, c'est un fourre-tout, mais c'est des professionnels, souvent, qui vont faire le choix d'aider des gens dans un milieu plus pointu, mais qui, généralement, les touche eux-mêmes. Alors, on est dans cette section-là. Nancy, donc, superwoman, 2 enfants, bureau de notaire, c'est ton bureau à toi. Bureau, 7 employés. Oh my God, OK. Dans mon sous-sol de maison. Puis là, je gère ça. Puis je viens d'accoucher. Et là, encore un peu plus, encore un peu. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant les siestes du petit, je retourne travailler au bureau. J'ai juste une coupe d'escalier à descendre, une coupe de marche. Puis là, je sens une masse sur mon sein. Ouf. Ouais. Donc, elle n'était pas là. Puis là, évidemment, c'est arrivé vite, ça. Oui. Je l'ai senti là pendant un bon bout. J'avais pas le temps de prendre un rendez-vous chez mon médecin. J'avais pas le temps d'aller passer une échographie. Parce qu'après ça, je m'en vais voir le médecin. Il me donne le papier pour l'échographie. Le papier pour l'échographie reste dans ma sacoche un long moment. J'ai pas le temps de m'absenter pour aller passer mon échographie. Puis je sens ma masse grossir. Non. Puis elle grossit. Puis elle grossit. C'est du déni un peu, hein? Mais moi, je m'étais basée sur le fait qu'il n'y avait eu aucun cas de cancer dans ma famille. Je m'étais basée là-dessus. Je dis, moi, ça ne me touchera pas. OK, il y avait 2 cas de cancer. C'était mes grands-pères qui étaient décédés du cancer de la prostate. Je dis, il est où mon problème? J'ai pas de prostate. Je suis correcte. Oui. Puis, je continue à être, dans le déni, à continuer à travailler, à pousser, à penser que mon corps, c'est une machine, à ne pas l'écouter, à être complètement vidée de mes journées de travail. Ouais. C'est combien de temps, mettons, pour les gens qui nous écoutent puis ils se reconnaissent, là? Écoute, j'ai été peut-être un bon 7-8 mois avec du brouillard mental, m'endormir en littéralement 15 secondes. Je couchais ma tête sur l'oreiller, j'étais déjà endormie. Je me levais le matin, il me fallait 3-4 cafés pour être capable de continuer à fonctionner. Puis ma masse, je la sentais pendant, c'est ça, plusieurs mours. J'ai maintenu ça. Quand j'ai été voir mon oncologue, il m'a dit, écoute, si tu avais attendu 2 mois de plus, tu aurais eu des métastases. Oh my God. Parce que pour donc un cancer, ça peut être localisé, mais quand ça devient ultra agressif, il y a des métastases. Donc là, ça commence à se promener partout dans le corps. Et à ce moment-là, il n'y a presque plus rien à faire, là. Alors, c'était juste à temps. Donc, la journée que tu décides d'y aller, passer ton écho, quand est-ce que tu l'apprends? Je l'apprends au niveau des dates? Non, mais quand est-ce que tu apprends que ce que tu t'es pas occupé de va s'occuper de toi? Oui. Tu sais, tu te dis que tu es dans le bureau du médecin, puis tu te fais donner cette nouvelle-là. Tu penses que tu es dans un film, là, que c'est un rêve, là, puis que tu vas te réveiller, que c'est pas ta réalité. C'est impossible que ça se passe. Mais tout dans ma vie me le criait, que je pouvais pas continuer comme ça, qu'il aurait fallu que j'arrête à l'étape du burn-out, puis je me l'étais pas permise. Qu'est-ce qui se passe en bout de ligne? Ton corps va te le crier. Si tu l'as pas écouté pendant qu'il te le chuchotait, qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, il va te le dire autrement jusqu'à temps que tu arrêtes
puis que tu apprennes que tu n'es pas une machine. Ouais. Et là, donc, tu es dans le bureau du médecin, tu l'apprends. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Tu t'en retournes chez vous puis tu dis à tout le monde bye-bye? Tu continues à travailler. Hein? Ouais. Tu continues à travailler, puis tu te dis, à ce T'étais moment-là... stade quoi? Il dit t'es Stade 3. T'as un cancer stade 3. Cancer du sein triple négatif avec ganglion atteint, stade 3. Puis tu te dis que passer au travers les traitements de chimio, radio puis opération, ça va être juste une tâche de plus à ton horaire, que tu es capable de continuer à faire tes dossiers. Je m'étais acheté une belle prothèse capillaire, puis je m'étais dit, je vais rencontrer mes clients avec ma prothèse, tu sais. Mais premier traitement de chimio, oh boy. Oh boy. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Ah, ça te frappe. Tu sais, l'expression de « il y a un 12 roues qui m'a roulé dessus ». Ouais. Puis il a reculé, puis il a repassé à nouveau. Ah non, ah non. Ah, ça fait mal de même. Ah, c'est un choc complet. Tu viens à te détacher de ton corps, à plus comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'avais l'impression que mon corps m'avait trahi, mais à aucun moment, il m'a trahi. C'est juste moi qui ne savais pas comment l'écouter. Ouais. Donc, dès le premier traitement, tu dis, OK, là, attends, là. Ouais. Là, c'est-tu là que t'arrêtes? Ah non, tu continues encore. Hein? Tu as des obligations au niveau de ta business, au niveau de tes employés. Alors? Oui. Fait que là, tu viens à l'évidence. Tu viens à l'évidence que non, là, ça suffit. Tout le monde le sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sauf toi. Tout le monde te le dit. Là, il faudrait que tu arrêtes. Puis tu ne veux pas les écouter. Puis, qu'est-ce qui a été le point final? Après mon deuxième ou troisième traitement de chimio, j'étais assise sur mon divan. Mon garçon avait 1 an. Ma fille avait 3 ans. Je les voyais jouer. Je disais, je peux pas croire que ce sera pas moi qui va avoir le privilège de les élever. Là, tu dis, OK, là, il faut que ça change. Puis, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser mes chances? Parce que me faire dire que j'ai gagné à la loterie du cancer, puis qu'on va espérer que je vais être du bon côté des statistiques, puis qu'en bout de ligne, j'ai juste à suivre mon protocole, pour moi, c'était inconcevable. Il fallait, je savais, si je mettais les énergies nécessaires à l'école, je savais que j'avais des chances d'augmenter mes notes. Fait que pourquoi cette façon de penser-là ne pouvait pas s'appliquer sur mon parcours de santé, mon parcours de comment j'allais réussir à vaincre ce cancer-là? Puis c'est là que j'ai commencé à chercher. Là, tu cherches, mais là, tu ne sais pas où chercher, quoi chercher. Puis as-tu l'énergie de chercher? As-tu l'énergie de te dire, OK, là, je vais passer 5 heures aujourd'hui à essayer de m'informer sur qu'est-ce que je peux faire pour optimiser mes chances de mieux répondre au protocole qui a été établi par mon oncologue. Puis c'était quoi ton protocole? C'était X traitement de chimio? Y avait-tu une opération? C'était quoi? Oui. Donc, puis ça, c'est aussi ça, c'est que chaque oncologue que tu vas, parce que c'est toujours conseillé quand tu apprends que tu as le cancer, d'aller chercher un 2e, 3e avis. OK. Puis là, d'y aller avec la personne avec qui tu connectes le plus, que tu as confiance, que la confiance est établie, puis que tu dis, OK, parfait, je tente bonne main avec cet oncologue-là. Fait que j'avais été voir 3 oncologues différents. Puis le dernier, je dis, parfait, c'est lui que je veux. Il a déjà travaillé avec des femmes qui ont eu mon type de cancer. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Puis, il fallait absolument... Parce qu'ici, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont opérer les femmes. Ils vont enlever le tumeur au niveau des seins. Puis ensuite, ça, ils vont y aller avec la chimio quelques mois après coup, quand la personne va être... la plaie va avoir eu le temps de guérir. Puis, dans mon cas, l'oncologue, le dernier oncologue, il dit non. Il dit, quand c'est agressif, tu te dois d'y aller avec la chimio en commençant. Oui. Donc, ça... Je suis convaincue que cet aspect-là, ça a été déterminant parce que si on avait opéré et qu'après on avait fait la chimio, la masse se serait propagée. Je commençais déjà à voir la masse qui se propageait au niveau des poumons, des ganglions qui étaient déjà affectés. Alors, tu t'es écouté toi aussi. Ouais. Et là, dans tes recherches pour optimiser donc ta guérison, as-tu trouvé rapidement des choses pour t'aider ou ça a été compliqué? Il n'y a rien.
Il n'y a rien ici au Québec. Si tu veux avoir ou augmenter tes chances... Mais il n'y a pas Sophie Rice là, qui vient d'écrire. Oui! Il y a Sophie Rice qui vient d'écrire. Ouais. Ensuite, il y a Geneviève Evrel qui a beaucoup communiqué justement sur son protocole puis sur comment. Donc, il commence à en avoir, mais toi, c'était avant ça, c'est ça? Moi, c'est en 2016. OK. En 2016, les gens n'en parlaient pas. Non. Puis la veille de quand j'allais commencer mon traitement de chimio, j'avais écouté une émission de télévision, Tout le monde en parle, et il y avait eu une invitée qui avait parlé du fait qu'elle avait commencé la chimio, puis malheureusement, ça lui avait pas fait. Puis ça, c'est Josée Blanchette. C'est Josée Blanchette. Elle avait cessé ses traitements de chimio en cours de route. Puis là, moi, j'écoute ça et je suis en beau joie le vert parce que je me dis, j'ai pas assez d'informations entre les mains pour me dire que je veux attendre, patienter, faire autre chose ou prendre une décision éclairée autrement. Puis ma chimio, c'est le lendemain. Puis je me dis, si je prends la mauvaise décision, c'est ma vie qui est en jeu. Exact. Puis les oncologues sont clairs là-dessus. Ils le disent. Ils ont vu tellement de cas d'horreur de gens qui veulent tenter des méthodes alternatives, puis qui ne sont pas accompagnés, puis qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, puis ils espèrent que ça va fonctionner. Puis là, tu as l'oncologue qui est moins réceptif parce qu'il se dit, écoute, je te dis de ne pas faire autre chose que le protocole que je te conseille. Puis malheureusement, tu décides de faire autrement. Mais dans les autres choses, là, c'est de l'alimentation, c'est de l'exercice, j'imagine, c'est de se calmer les nerfs aussi, parce que là, dans ton cas, t'es malade, mais t'es burn-out aussi, là. Fait qu'il faut que tu t'occupes des deux. Il y a l'esprit, il y a le corps, il y a l'esprit aussi. Alors, dans ton cas, là, je sais pas, on parle pas de... Mais qu'est-ce que tu as trouvé, donc, comme chemin? Dans mon cas, étant donné que l'information était pas... disponible comme je le souhaitais pour que je me dise, OK, parfait, je choisis une autre alternative ou autre chose, ou je cumule. Oui, moi, je pense que le but, c'est de cumuler, là. Mais donc, toi, tu as fait le protocole qu'on t'a dit. Oui. Puis ensuite, tu as trouvé des choses pour compléter. Oui. Après coup, quand tu as terminé tes traitements de chimio, tes opérations, tout le kit, là, tu sonnes ta petite cloche là, qui dit, parfait, tu as passé au travers tes traitements. Tu retournes chez toi. Tu le sais que ça va pas mieux. Bien là, t'es magané. Tu le sais que si tu te remets dans la même position à faire exactement la même chose, tu vas avoir une récidive. Fait que là, t'as la peur. Tu t'es dit, il faut que je change mon lifestyle, il faut que je change de vie. C'est après, donc, tous tes traitements. Donc, tu n'avais pas trouvé avant. Non. Mais après, là, c'est là que tu as commencé à mettre du temps là-dedans. Oui. Tout mon temps libre, je le passe à faire ça. OK. Et qui a mené, hein? Parce que là, je vais vous dire, j'ai rencontré Nancy parce que c'est la seule au Québec qui a un sauna O4. Bon, moi, j'ai commencé à faire, j'ai des traitements, là... Je fais de la cryothérapie, puis je fais de la lumière rouge. Bon, moi, dans mon prévention, mieux vieillir, des petits bobos qui sont pas médicaux, mais qui peuvent permettre qui peuvent permettre d'aller mieux. Dans mon cas, là, c'est digestif, là, mes affaires. Fait que ça pour dire que je cherche toujours. Et puis, j'ai découvert le sauna O4, qui est une méthode... parce que moi, j'ai de la misère. Le sauna infrarouge, je trouve ça tough. Puis là, mais elle a une autre sorte de sauna. Je me suis dit, tiens, je vais aller essayer ça parce qu'ils disent, il y a des études là, sur les bienfaits des saunas. Je vous le dis pas. Allez voir, OK? C'est quoi les études sur les bienfaits des saunas? Mais c'est très, très bon pour le corps et l'esprit, OK? Les saunas, c'est écœurant pour le corps et l'esprit. Et le sauna le plus performant en ce moment dans le monde, il s'appelle le sauna O4. Puis Nancy en a un. Oui! Elle en a un! Fait que c'est de même que je l'ai trouvé. Mais donc, moi, j'ai essayé, là, je vais le dire, j'ai essayé, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable. Et pour moi, ça me fait un bien fou. Maintenant, on va, pour se rendre à je cherche des solutions et j'ai un O4 disponible à Saint-Bruno, là. C'est dans une clinique où tu es, mais comment, donc, ça va... Comment ça a évolué? Oui, ça évolue, toutes tes recherches et tes trouvailles. Oui. Au fur et à mesure que la peur de la récidive te hante, où tu te dis, je sais que si ça revient dans ma vie, il y a des fortes chances que j'en meure.
il y a des fortes chances que j'arrive pas à passer au travers avec un mindset aussi fort avec lequel je me suis battue la première fois. Fait qu'il fallait que j'apporte des changements. Puis, j'avais commencé à suivre des formations. Puis, comme je disais, j'entendais toujours le mot ozone. Puis, j'étais à l'étape où je voulais tout essayer. Je voulais m'assurer. J'étais justement cette fille-là, comme une poule pas de tête, ou qui dit, OK, là... J'essaye tout. Je veux mettre les chances de mon bord. Je veux être certaine de reprendre mon bien-être, ma vitalité, ma concentration, mon énergie. Je voulais me ravoir. Je voulais être capable... Oui, je voulais être capable Parce que ça magane, les traitements de cancer. Là. La chimiothérapie, ça magane. C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon aussi. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile que d'autres. Fait que dans ton cas, c'est ça. Il y a une reconstruction après. Oui, c'est ça. C'est cette période-là de reconstruction où quand tu finis d'être suivi par ton oncologue, tu retournes chez toi. Mais qu'est-ce que tu apportes comme changement? Qu'est-ce que tu fais pour t'aider à ta nouvelle réalité? Alors, dans ton cas? Dans mon cas, bien, justement, j'entendais parler d'ozone, puis je voulais l'essayer. Il n'y en a pas au Québec. Qu'est-ce que tu as fait? T'es allée en Allemagne? Non! Heureusement, il y en avait un petit peu plus proche. J'ai fait 18 heures de route. Ah ouais? 18 heures de route. C'est 9 heures aller. J'ai essayé le soir même. Je l'ai essayé le lendemain matin. Puis je suis revenue 9 heures de route encore. Puis je suis revenue, j'avais une énergie de feu. Ouais. Je me suis dit, OK, là, il me le faut. Je le veux. Je peux pas comprendre qu'on n'en ait pas au Québec. Puis c'est là que mon parcours de vouloir m'en procurer un débute. Mais là... J'imagine ces machines-là, ça coûte cher, là. C'est un très gros investissement. Oui. Puis ce qui arrive, c'est qu'après le cancer, on ne dit pas non plus, oui, tu es affecté au niveau physique, au niveau mental, mais au niveau financier aussi, il y a un très grand impact. Il y a un grand coût financier. T'avais-tu des assurances? Il y a des assurances pour ça? Tu sais, comme notaire, tu te dis, je suis bien protégée, j'ai fait mon testament, j'ai toutes mes assurances, mais... Les assurances santé, tu les avais pas? J'avais tout. T'avais assurance tout? maladie grave, assurance invalidité. Mais ce qui arrive, c'est que c'était mal calculé. J'en avais pas suffisamment qui tenait compte de ma réalité au moment où j'avais le diagnostic. J'ai reçu le diagnostic. Quand tu prends tes assurances 5 ans plus tôt puis que tu n'es pas à jour, ou 10 ans plus tôt puis que tu n'es pas à jour, puis que tes revenus n'est pas à jour, tes dépenses, ainsi de suite, tu es mal pris. Donc là, les dépenses s'accumulaient, puis ainsi de suite. Donc, ça a été difficile de me trouver du financement, puis j'arrivais pas à passer au financement. T'es notaire, t'as travaillé... toute ta vie à chercher du financement pour des entrepreneurs. Oui, j'avais des REER à côté. J'avais tout sorti ça pour être capable de continuer pendant la période de maladie en plus. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai vendu ma maison. Ah oui. Tu sais, quand tu crois tellement à quelque chose, puis tu te dis, la prochaine étape, c'est ça, il n'y a pas le choix. Puis tu te dis, tu as une famille, comment tu fais comme mère? Tu es une mère indigne d'imposer ça à tes enfants, de déménager d'une maison à un appartement, alors qu'il était super bien. Mais c'est mieux d'avoir une mère. Oui, exactement. Ouais. Puis je me suis dit, c'est une question de temps. Mes enfants vont comprendre. Puis au contraire, ils vont apprécier le fait qu'ils ont une mère qui est présente, qui est capable d'aller courir avec eux autres, d'aller jouer, qui a la tête, l'énergie, le focus. Donc, Pour eux. Donc, c'est en 2016, on est en 2025. Comment tu vas aujourd'hui? Ouais. On est tous humains. Ouais. Puis la femme battante que j'étais, bien, des fois, elle veut ressortir encore aujourd'hui, tu sais, où tu te dis, OK, je suis capable de me permettre ce petite affaire-là de plus, de pousser encore un petit peu plus. Mais là, tu te dis, tu connais les signaux. Tu le sais, qu'est-ce qui s'est passé. La dernière fois que tu es allé trop loin. Comment ne pas l'oublier? Comment revenir à soi, de se recentrer, de faire attention? Je suis convaincue que si je n'avais pas mon sauna A4 actuellement, je ne serais pas ici. Ah oui, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 3 ans.
fait 3 ans. 3 ans. Puis avant ça, tu as dû faire d'autres démarches en santé. Il n'y a pas juste le sauna, évidemment. Il y a la nutrition, j'imagine. Nutrition, tous les types de régimes possibles. Accompagnement aussi avec nutritionniste, naturopathe. Moi, j'ai mon équipe de trio qui est essentielle, naturopathe, ostéopathe et chiropraticien. Oui. Si tu veux y aller dans la prévention, t'assurer justement que tu te maintiens sur le bon chemin, c'est un trio qui est essentiel. Essentiel, à mon avis. Les ostéopathes, on ne connaît pas assez ça ici. Effectivement, c'est vraiment des aidants là, à l'optimisation de la santé. Donc, et évidemment, avant de... Donc, tu as pivoté le notariat dans tout ça. Mais ma question, c'était pas ça. C'est comment ça va ta santé? Oui, ça va bien. Oui, oui, ça va bien. Tu sais, quand tu as eu un cancer, puis que tu as peur de la récidive, tu mets tout ce qui est nécessaire en place pour être certain que ça ne se reproduise pas. Puis j'avais déjà fait la promesse à mes enfants, parce que ma sœur, pas ma sœur, mais ma fille, ça arrivait souvent qu'elle venait me voir, puis elle en pleurait encore, puis elle se rappelait de quand j'avais pas de cheveux pendant les traitements de chimio, puis elle avait peur que je meure. J'écoute, je dis, maman, elle a appris sa leçon. Je le sais maintenant. Puis, je vais tout faire pour être certain que ça ne se reproduise pas. Puis on a la capacité d'adresser ça si on y met les efforts, le temps et les ressources pour y arriver. Merci, Nancy, d'être aussi généreuse avec ton parcours, mais aussi ton ressenti, hein, ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on traverse des épreuves. Puis, c'est ça, faire une femme de soi, c'est vraiment un espace pour mettre en lumière aussi, oui, le pouvoir féminin est important, mais les dangers du pouvoir féminin, c'est ça. On en a un bel exemple aujourd'hui. On a une battante, on a une fille qui nous arrive avec des solutions, qui va pouvoir aider plusieurs Nancy. Oui. Hein? Toi, tu veux aider toutes les autres Nancy après toi là, qui n'auront pas besoin de tout chercher toute seule. Oui, exact. Alors, parce que c'est ça, le corps des femmes fortes, avec le mental trop fort qui n'écoute pas, là. Vous savez, là, celles qui ne s'écoutent pas, là, ont des risques. Tu rêves de quoi maintenant? Mon but, c'est d'être capable de l'offrir gratuitement aux femmes qui en ont réellement besoin, qui se battent contre un cancer, pour les aider, les accompagner. Aux États-Unis, ça coûte une fortune. Puis combien de femmes que j'entends aujourd'hui qui disent, écoute, ils font des levées de fonds pour être capables de les payer une approche alternative aux États-Unis, que ça coûte des milliers, des milliers, des milliers. Imaginez si on apporte ça ici au Québec. Imaginez, sans qu'ils aient à vendre leur maison, sans qu'ils aient à vivre dans l'insécurité. Donc, d'avoir quelques petits centres dans le Québec pour accompagner ces gens-là, c'est vraiment mon rêve. S'il y a des gens d'une fondation qui nous écoutent, des fondations qui aiment, qui viennent en aide à des gens qui se sortent de maladie puis qui ont besoin d'accompagnement vers le retour à une vie plus de vitalité. C'est ça, je savais que j'allais répéter le même mot. Mais donc, c'est une association avec une fondation qui pourrait permettre aux gens d'avoir... Hein, j'ai fait de solutions, ça m'est venu. Mais donc, si vous êtes d'une fondation qui pourriez vous associer avec Nancy. Nancy, comment on fait pour te trouver? Oui. Il nous reste juste quelques secondes. Internet, nancyo'connor.life. nancyo'connor.life. Nancy O'Connor, venez la voir sur YouTube. Cherchez-la aussi sur ses réseaux sociaux. Puis à Saint-Bruno se trouve le fameux sauna au 4. Yes. Allez essayer. Garochez-vous. Je veux juste qu'il y ait de la place quand moi j'y vais, par exemple. Alors, merci beaucoup, Nancy, pour ton passage. Merci. Ça a été merci beaucoup d'avoir
tendu la perche comme ça. J'apprécie. Puis merci à moi d'avoir accepté. Oui, merci d'avoir attrapé le ballon au vol. C'était un plaisir d'être avec vous encore une fois cette semaine à Faire une femme de soi. Toujours un bonheur de vous présenter ces femmes qui distribuent du bien partout autour d'elles. On se revoit la semaine prochaine.